Je pense aussi que c'est pour ça que le papier, il est plein de vie, parce qu'il y avait des gens à l'intérieur. Oh! Ça, c'est très vintage. Ah, c'est dur comme question. Lepetitjournal.com au Chili. Et ben, c'est un des stages que j'ai fait. Avant de rentrer à l'ESJ, j'ai fait Sciences Po à Rennes. Et donc j'ai passé une année à Kottayam en Inde. Et après, il me restait encore 4-5 mois et je me suis dit que j'avais envie de partir faire un stage le plus loin possible. Et j'ai trouvé lepetitjournal.com. Donc c'est un journal pour les expatriés, en français, en ligne. L'idée, en fait, c'est que j'étais assez seule, mine de rien, pour alimenter l'édition du Petit Journal de Santiago avec une pigiste qui était aussi sur place là-bas. Et ça a été un peu ma découverte du métier de la pige. Il n'y avait pas de bureau, donc je travaillais toute seule à la maison et je la voyais une fois par semaine. Et je devais proposer tous les sujets qui me semblaient intéressants pour les expatriés. Ça m'a permis de faire plein de sujets super sympas, notamment dans le désert d'Atacama, où j'ai été voir les étoiles avec des scientifiques. Et ça, c'était un des meilleurs reportages que j'ai fait de toute ma vie, je crois. Alors, une douche pour faire mousser le lien social. Eh ben, c'est un article que j'ai écrit quand j'étais à l'ESJ. J'avais profité de mes 2 années pour devenir correspondante locale de presse pour Nord-Éclair, qui existait encore à l'époque en version lilloise. Et j'avais une grande liberté. Je faisais pas mal de sujets un peu culture le soir et parfois je pouvais proposer des sujets. Et ça, si je me souviens bien, c'était même un peu une triche parce que je l'avais fait, je crois, je regarde la date. Je crois que je l'avais fait pour l'école à la base et qu'il m'avait beaucoup plu et du coup je l'avais proposé après à la rédactrice en chef qui m'avait dit oui, qui m'avait donné beaucoup de place pour de la presse locale quand même, c'était pas mal de signes et c'est un article qui a été primé après par le club de la presse, donc j'étais contente. C'est pas hyper souvent que les correspondants locaux sont primés par le club de la presse, donc c'était chouette. Et puis en vrai, le sujet, il était super. Moi, j'avais passé un moment génial dans ces bains-douches avec des femmes qui m'avaient raconté plein de choses. Donc en vrai, j'en garde surtout le souvenir du moment que j'avais passé en reportage, qui m'avait beaucoup plu. Et je pense aussi que c'est pour ça que le papier, il est plein de vie, parce qu'il y avait des gens à l'intérieur qui étaient super. Donc ouais, c'est un bon souvenir, ça aussi. Oh, ça, c'est très vintage. Okapi. Alors, c'est quelle année, ça? 77. Si mes souvenirs sont bons, on n'est pas loin du numéro 1. Très très beau. Alors celui-là, je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps, parce qu'on est en train de préparer un numéro spécial de Phosphore Vintage, Voyage dans le temps. Et donc on a été dans les archives et on a retrouvé effectivement le numéro 0. Et pour la petite anecdote, cette police de titre pour le numéro 0, elle n'a pas été reprise pour le numéro 1. Je ne sais pas pourquoi, mais ils avaient changé la police. Et là aussi, ça a beaucoup changé. Il y avait beaucoup de textes. Il me semble que j'ai jamais été abonnée à Phosphore. J'ai dû le lire au CDI, je pense. Phosphore, c'est pour les lycéens, donc peut-être à cette époque-là, je lisais plus trop, c'est possible. Comme pas mal d'ados. Par contre, Okapi, oui, je l'ai lu, ça c'est clair. Et c'est quelque chose que j'adorais. Vraiment, j'en garde un super souvenir. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que j'ai voulu devenir journaliste en presse jeunesse. Parce que petite, c'était la seule personne qui m'envoyait un courrier à la maison, c'était le magazine. Et je me souviens que j'attendais devant la boîte aux lettres et j'étais trop contente que personne ne touche à cette enveloppe, à part moi. Ils sont très beaux, ces magazines. 30 € pour la planète. C'est pas mon premier livre, mais je crois que c'est un de mes préférés. C'est un livre que j'ai écrit pour les enfants on va dire de 8 à 12 ans, qui présente des personnalités qui ont fait des choses importantes pour la planète ou qui se battent actuellement pour essayer de protéger la biodiversité. Et accessoirement, ce livre a aussi des super belles illustrations qui sont faites par Emmanuelle Algan, qui est une illustratrice super,
qui a vraiment un art pour faire des portraits, à la fois hyper poétiques et en même temps très réalistes. Après ce que j'aime bien moi, c'est raconter, des histoires vraies et rencontrer des gens quand ils sont, encore vivants, parce que là, il y en a quand même quelques-uns qui sont morts. Et c'est vrai que le faire de façon littéraire, ça fonctionne très bien pour les jeunes. Parce qu'on se rend compte quand on creuse un peu les vies des gens, qu'il y a des personnes qui ont des vies similaires à des personnages de romans. Et dans Je bouquine, c'est pareil, les portraits qu'on fait dans les histoires vraies, comme son nom l'indique, tout est vrai, mais on va aller chercher plein de petits détails, des anecdotes, des couleurs, donc on va aller creuser, creuser, creuser pour avoir suffisamment de matière pour raconter quelqu'un comme si on écrivait un roman où on pourrait tout inventer. La personnalité que je préfère dans ce livre, c'est sans aucun doute Heidi Sevestre, qui est une des glaciologues les plus importantes, en tout cas selon moi, aujourd'hui. Elle a trouvé vraiment pour moi la façon de parler de changement climatique sans plomber et en même temps tout en appelant à l'action. Bonjour. Parce que j'étais une lectrice de presse magazine jeunesse et que j'avais envie d'y travailler à mon tour. Comme journaliste, je trouve que c'est une façon de travailler qui est très créative parce qu'on n'a pas forcément une maquette fixe, on n'a pas toujours les mêmes sujets, on peut changer plein de choses, donc ça me plaît beaucoup. J'aime aussi l'idée de me dire qu'un enfant peut me lire et peut-être apprendre des choses qu'il n'apprend pas à l'école et peut-être apprendre des choses que ses parents ne connaissent pas. Donc il y a une façon d'ouvrir un peu le champ des possibles, ça me plaît bien. Et accessoirement, d'un point de vue un peu plus général, je suis assez convaincue qu'on ne devient pas un lecteur de presse adulte si on n'a jamais eu un rapport avec la presse en étant plus petit. Pas forcément en étant abonné, mais ne serait-ce qu'au CDI ou à la bibliothèque ou voir un journal, en tout cas chez ses parents. Donc j'aime bien penser quand même qu'il y a une utilité aussi pour les confrères qui travaillent en presse adulte. Je crois qu'on peut parler de tout, il faut juste trouver une façon de le faire pour que ça soit intéressant. Ça dépend aussi un peu de la tranche d'âge, j'imagine, mais sinon on ne se censure pas en fait sur les sujets, on cherche juste des façons de l'expliquer que ça soit clair. On n'a pas besoin de choquer pour parler de la guerre, on n'a pas besoin de monter un cadavre, un enfant n'a pas besoin de voir ça pour comprendre qu'il y a eu des morts en Ukraine ou ailleurs. Après, il y a aussi une question de est-ce que ça va intéresser ou pas les jeunes. Peut-être qu'il y a des sujets qu'on traite un peu moins. Et encore, je pense qu'on pourrait le traiter. Il faut trouver la façon de le faire. Mais sinon, moi, je suis persuadée qu'on peut parler de tout. Hein. Déjà, c'est dur de dire quel thème les jeunes aiment ou aiment pas, parce qu'en fait, les jeunes, ça veut rien dire. Entre un jeune et un autre jeune, il peut y avoir une énorme différence. Après, il y a des thématiques, effectivement, qui sont peut-être un peu plus faciles pour les nouvelles générations que pour moi, en tout cas à l'époque où j'étais ado. Je pense à toutes les questions environnementales. Là-dessus, c'est clair que les jeunes sont bien plus calés aujourd'hui que ce que moi je pouvais l'être à l'époque. Donc c'est chouette. Et après, les sujets qui les intéressent moins, honnêtement, je crois qu'il n'y en a pas. Enfin, ce qui compte, c'est la recherche de l'angle, la façon dont on va traiter le sujet. Et parfois, en se creusant bien la tête, en choisissant une forme un peu originale, soit sous forme d'un jeu, soit sous forme de bande dessinée, de reportage, on peut aborder des sujets qui, a priori, ne sont pas hyper séduisants et en fait, ça le devient. Effectivement, quand on a un téléphone, on a accès à plein de choses. Moi, je le vois plutôt d'un point de vue positif parce que je me dis qu'on peut découvrir plein de trucs. Et si j'avais eu un téléphone avec Internet à l'adolescence, j'aurais probablement passé mon temps à chercher des choses. Et là, pour le coup, le travail d'un journaliste jeunesse, c'est aussi d'aider les jeunes à faire le tri. Quand on a 12 ou 13 ans, on ne sait pas forcément faire le tri et on peut vite se perdre un peu dans tout ce qu'on voit. On peut très bien tomber sur un article à 12-13 ans et pas forcément comprendre tous les enjeux parce qu'on n'a pas les connaissances de ce qui s'est passé avant ou ce qui s'est passé autour. Et donc notre travail de pédagogie, en fait, il reste le même. Ça dépend quelles sont leurs attentes. On essaye, on fait ce qu'on peut. Après, je pense pas qu'on puisse dire qu'on répond à tous les jeunes. Après, je trouve que l'essentiel quand on est journaliste en presse jeunesse, c'est de garder en tête que nos lecteurs, ils restent pas très longtemps abonnés, en fait. Vu qu'on travaille par tranche d'âge, on va dire qu'au mieux, on garde des abonnés pendant 3 ans ou 4 ans maximum. Notre travail, c'est aussi de toujours se remettre en question pour être sûr d'être adapté aux nouvelles générations et d'aller voir en fait nos lecteurs. Et donc là, je trouve que c'est aussi quelque chose d'un peu différent par rapport à la presse adulte qui peut garder des abonnés pendant 20, 30, 40 ans. Nous, nos abonnés, on les garde pas. Dans tous les cas, ils vont grandir.
C'est un des enjeux principaux en fait, de notre travail, c'est de faire en sorte que les jeunes aient envie de nous lire. Je suis pas sûre qu'en fait les jeunes ne soient pas intéressés par l'actu, c'est peut-être plutôt qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui leur explique de façon claire. Quand on comprend pas en fait, on n'a pas envie d'aller lire. C'est quelque chose d'assez naturel, on se sent nul en lisant un journal, on va pas aller le lire. Le travail d'un journaliste jeunesse, c'est aussi de rendre toute l'actualité accessible, de faire en sorte que personne soit mis de côté et qu'on puisse comprendre, peu importe de quel milieu social on vient aussi. Et après, sur le côté information trop angoissante, hélas, on reste journaliste et on ne va pas changer l'actualité pour faire plaisir à nos lecteurs. C'est une question d'équilibre. Si on parle de sujets hyper durs et tristes, on va essayer de faire en sorte d'avoir quelques sujets à côté qui sont plus légers, de la culture, du sport. Pour moi, c'est 2 activités qui vont ensemble. J'ai commencé l'EMI assez naturellement, avant que ça devienne même une discipline ou une matière. On m'a souvent demandé d'aller dans les classes pour raconter mon métier. En général, je dis toujours oui, parce que je trouve que ça fait partie de mon travail aussi, de me mettre à disposition d'enseignants qui me demandent ou des structures qui me demandent. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que nous, ça nous permet de voir des jeunes, parce que j'ai besoin d'en voir pour être sûre de toujours être à la page et aussi avoir des nouvelles idées de sujets. Et ça me permet aussi de raconter mon métier et de répondre aussi aux questions que peuvent se poser les jeunes que je rencontre, de leur apprendre à distinguer, essayer de ne pas tomber dans les fake news, de comprendre comment travaille un journaliste. Donc pour moi, les deux sont vraiment liés et c'est très naturel. Ah, c'est dur comme question. En général, j'aime bien les sujets où je suis restée longtemps avec des jeunes et où j'ai eu l'impression de servir à quelque chose. J'ai un sujet en tête que j'ai fait en Picardie, à Longo, dans un collège il y a 2-3 ans. Il y avait une prof documentaliste que je connais un petit peu, qui avait en tête de lancer une web radio dans son collège. Elle ne savait pas faire, elle avait besoin de mon aide. Et moi, j'avais très envie de l'aider, mais j'avais pas beaucoup de temps. Et donc, on a trouvé un deal qui était hyper intéressant, c'est que je lui ai dit je viens t'aider autant de fois que tu veux et par contre ton expérience avec tes élèves on la raconte dans Okapi, on en fait un format de 8 pages avec des photos et on va suivre la naissance de la web radio, comme ça on partage aussi ça avec nos lecteurs. Et ça a marché, c'était super parce que du coup je suis restée je pense 2 semaines en tout là-bas, donc j'ai vraiment aidé ces élèves et on a créer une web radio qui fonctionne encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une expérience qui était très bien parce que c'était utile pour elle, utile pour nos lecteurs et peut-être même utile pour d'autres profs qui vont avoir envie de lancer une web radio. Je vous invite à prendre une mallette juste à côté. Oh, une mallette. Oh. Oh, oh. Alors, qu'est-ce que c'est? Le 21 décembre 1988. C'est donc le lendemain de ma naissance. Trop bien. Génial. Télérama. La fête des enfants. Du 17 au 23 décembre 1988. Donc là, il y a tout à fait ma naissance au milieu. Trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.